Donc, bonjour à tous et merci d'être là et bienvenue dans ce webinaire sur les groupes électrogènes. Donc ce webinaire fait partie d'une série de webinaires proposés par l'UNM. Tous les webinaires sont disponibles sur le site de l'UNM sous la rubrique Participer au webinaire. Donc je me présente, je suis Lucie Ferketadji, je suis chef de projet à l'UNM et secrétaire de l'UNM 11, moteur à combustion interne et groupes électrogènes. Et donc moi je vais surtout intervenir sur la partie générique, sur la normalisation, et la partie technique sera présentée par François. François, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc François Le Saunier, responsable conformité pour la société Relco, ex-Kohler et ex-DMO, fabricant de groupes électrogènes. Donc je suis aussi à ce titre président de la commission UNM 11 et aussi conveneur du WG14 au sein de l'ISO. Merci François. Donc ce webinaire devrait durer environ 40 minutes. Donc normalement, vous avez un bouton en bas de l'écran qui s'appelle Q&R et c'est là où vous pouvez poser vos questions. On lira les questions à la fin du webinaire et on y répondra à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions tout le long du webinaire. Alors ce webinaire va être divisé en trois parties. Donc d'abord, ce sera une introduction sur la normalisation. Ensuite, je présenterai la commission de normalisation UNM 11 et c'est ensuite ici que François prendra la parole pour aller plus en détail sur les groupes électrogènes et vous présenter la norme phare actuelle de l'UNM 11 qui est l'ISO 8528 partie 13 qui devrait être publiée d'ici la fin de l'année. Et pour finir, je ferai une petite présentation sur un outil informatique qui s'appelle NormInfo qui permet de s'informer et de participer à la normalisation. Donc tout d'abord, les principes généraux. Donc, qu'est-ce qu'une norme? Donc, on a tendance à penser que les normes techniques sont d'application obligatoire, mais ce n'est pas le cas. Enfin, c'est très peu d'entre elles. Les normes qu'on traite à l'UNM, ce sont des normes qu'on appelle techniques. Donc, la plupart des normes techniques sont d'application volontaire. Il y a environ 34 600 normes qui sont techniques. Elles vont devenir obligatoires lorsqu'elles vont être citées ou inscrites dans un cadre réglementaire, donc c'est-à-dire des décrets, des arrêtés, des circulaires, etc. Et il ne s'agit que d'1% des normes techniques qui sont obligatoires, donc environ 350 normes. Donc, comment ça marche la normalisation? Donc, on utilise les normes sans même le savoir. Une norme est faite par les parties prenantes pour les parties prenantes. Donc, comme vu précédemment, les normes de l'UNM sont d'application volontaire. Quelque chose de très important, c'est le principe d'ouverture. Donc, ce sont les experts techniques, donc comme François, qui sont membres de nos commissions, qui, en faisant remonter leurs besoins, souhaitent créer de nouvelles normes ou réviser des normes déjà existantes. Et donc, pour avoir une réelle représentativité du marché, il est important d'avoir le plus de monde possible autour de la table, ou que vous veniez d'une petite entreprise ou d'un grand groupe. Quelque chose de très important, c'est le consensus. C'est obligatoire d'avoir un consensus pour publier une norme. Donc un principe fondamental de la normalisation, c'est que c'est pas une personne qui fait une norme, mais c'est toutes les personnes qui seront autour de la table. Ensuite, la transparence. Donc une fois que vous êtes membre de la commission, ça vous permet d'accéder à beaucoup de choses. Qui participe, quels projets sont en cours, quel projet a été publié récemment ou quel projet a été publié il y a des années, quelles sont les enquêtes publiques qui sont en cours. Donc vous avez accès à beaucoup d'informations. Ensuite, mise à jour régulière. Donc tous les 5 ans, toutes les normes sont examinées pour savoir si il y a un besoin de révision ou non. C'est ce qu'on appelle un examen systématique. Donc c'est la commission qui va se mettre d'accord pour dire si elle souhaite voter confirmation, donc c'est-à-dire que la norme va rester telle quelle, ou bien s'il souhaite réviser la norme. Bien évidemment, par contre, une norme peut être révisée à un autre moment s'il y a un besoin. Donc là, très rapidement, la normalisation dans le monde. Donc il y a 3 niveaux de normalisation. Il y a le niveau français, toutes les normes dépendent de l'AFNOR. Et ensuite, on a le niveau européen, on a le CEN et le CNEEC, et niveau international avec l'ISO et l'IEC. Et donc, au niveau des reprises, n'importe quelle norme qui est européenne, donc qui dépend du CEN, sera obligatoirement reprise en français, c'est-à-dire qu'il y aura obligatoirement une traduction française de la norme. Par contre, une norme ISO n'est pas forcément reprise. Donc, ça veut dire que si les membres de la commission estiment qu'ils ne sont pas intéressés par cette norme parce qu'ils utilisent déjà une norme européenne ou une norme française, ils peuvent décider de ne pas la reprendre et donc il n'y aura pas de traduction française de cette norme.
Donc, comme je vous ai dit, la normalisation en France, c'est l'AFNOR. Donc, l'AFNOR, c'est l'interlocuteur officiel des instances internationales de normalisation, donc l'ISO et l'UCEN. L'AFNOR normalise de nombreux sujets et délègue à de nombreux bureaux ses travaux. Donc, nous, on est l'UNM, donc tout ce qui est mécanique. Vous avez aussi le bureau de normalisation de l'automobile, qui est le BNA. On a le BNG, qui est tout ce qui est gaz. On a aussi le BNAE, qui est tout ce qui est aéronautique, etc., etc. Donc, à l'UNM, on a 120 sujets techniques qui sont regroupés en commissions. Donc, on va dire que c'est 120 secteurs différents. Et ces commissions regroupent tous les experts techniques français. Et l'UNM, on est là pour les accompagner. Il y a environ 1700 experts à l'UNM. Donc, quels sont les avantages de la normalisation? Donc, la normalisation, c'est un outil de soft power stratégique. Au niveau de l'anticipation, donc suivre l'évolution des normes, adapter le process et les produits en amont. Donc, faire partir de la commission française, ça permet de faire entendre sa voix et de valoriser la position de son entreprise. Au niveau de l'innovation, observer les évolutions du marché, détecter des nouvelles technologies. Au niveau de l'influence, donc proposer des projets de normes, donner son avis et défendre ses positions à l'international. Bien évidemment, vous pouvez proposer votre propre projet de normes. Un point très important, c'est le réseau. Donc rencontrer des concurrents et des potentiels clients, mais aussi rencontrer d'autres experts autour de la table et d'élargir son réseau dans son propre secteur. Et la veille, vous avez accès à beaucoup d'informations, comme j'ai pu dire juste avant, accès aux projets de normes avant leur inscription officielle, aux projets qui sont en développement, aux normes publiées. Et si vous faites partie d'un groupe de travail, vous pouvez travailler directement sur les normes qui sont en cours. Donc maintenant, un peu plus en détail sur la commission de normalisation UNM 11, qui s'appelle moteur à combustion interne et groupe électrogène, dont François est le président. Donc l'UNM 11, elle normalise quoi? Elle normalise les moteurs à combustion interne à déplacement alternatif ou rotatif et groupes électrogènes entraînés par moteur alternatif à combustion interne. Et aussi les moteurs alternatifs à combustion interne à usage terrestre, ferroviaire et marin. Donc qui sont les parties prenantes? Le président de la commission, François Lessonnier, qui est avec nous. Nous avons 2 évaluateurs, le bureau Veritas et Ineris, 3 fabricants, Relco majoritairement, Giniwatt et Eneria, et un utilisateur qui est représenté par EDF. Donc, quelques chiffres clés. Donc, les instances suivies par l'UNM 11 à l'international, on a l'ISO TC 70, avec plusieurs sous-comités et plusieurs groupes de travail. Et on a un groupe de travail qui a un secrétariat français, qui est l'ISO TC 70 WG14, dont François est aussi l'animateur. Et au niveau européen, on a le CNTC 270. Donc du coup, on a 9 experts au sein du UNM 11, 3 fabricants que j'ai cités avant, et un utilisateur. Et au total, on a un parc de normes de 67 normes. François, je te laisse la parole. Donc, effectivement, nous allons parler de l'intégration de la norme haute tension IEC 60204-11 dans l'ISO 8528-13, donc édition 2025, donc la future édition qui est censée sortir en fin d'année. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter, faire une petite présentation des groupes électrogènes. Donc, une petite définition. Un groupe électrogène est un dispositif autonome capable de produire de l'électricité grâce à un moteur thermique couplé à un alternateur. Donc son utilité, c'est de fournir de l'électricité en cas de coupure de courant ou dans des zones non raccordées au réseau. Les principaux composants sont un moteur thermique, soit essence, diesel ou gaz. Ensuite, un alternateur qui transforme l'énergie mécanique en électricité, d'un régulateur de vitesse et de tension, donc pour maintenir une vitesse constante au niveau du moteur et une tension constante en fonction des impacts de charge, d'un système de refroidissement et d'échappement. Alors son principe de fonctionnement, le moteur fait tourner l'alternateur qui génère un courant électrique. Donc ce sont des machines autonomes produisant de l'électricité, souvent utilisées comme source de secours ou dans des zones non raccordées au réseau. Donc, de manière assez schématique, il combine un moteur thermique, donc essence, diesel ou gaz, et d'un alternateur. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, un groupe électrogène de façon réelle, donc vous retrouvez ici la partie moteur.
Ensuite, la partie radiateur. Donc en gros, c'est la construction comme une voiture. Donc le moteur est réfrigéré par de l'huile pour faire la lubrification de tout ce qui est pièces en mouvement. Cette huile est réfrigérée par de l'eau glycolée en général via un système d'échangeur, et cette même eau est réfrigérée via le radiateur couplé à une hélice au moteur pour réfrigérer l'eau par l'air, pour assurer une bonne réfrigération de tout le moteur. Ensuite, ce moteur aussi entraîne un alternateur, donc deux types d'alternateurs, les alternateurs basse tension et haute tension. Ensuite, on retrouve en général un contrôleur, donc qui est un peu le système nerveux de l'ensemble, qui permet de contrôler les démarrages, les arrêts, vérifier toutes les sécurités au niveau des paramètres de fonctionnement du moteur, pression d'huile, température d'eau, etc. Et tout ce qui est couplage au réseau aussi, et notamment donc la partie sécurité, arrêt d'urgence. Donc, il y a plusieurs types et applications. Donc, les différents types de groupes électrogènes, on retrouve des portables inférieurs à 10 kW, donc ils sont légers pour un usage domestique ou de chantier. Les groupes de location supérieurs à 10 kW, donc ils sont facilement transportables. Les groupes industriels, donc beaucoup plus puissants pour les hôpitaux, les data centers et installations sensibles. Donc aussi, donc on va dire customiser un peu les groupes en fonction des différentes choses qu'on veut améliorer, notamment l'insonorisation pour les environnements sensibles au bruit. On peut aussi encore plus les automatiser pour mettre des fonctions de démarrage automatique en cas de coupure. Donc les différentes applications, donc principalement en source secours pour les hôpitaux, les banques, les centres de données, les sites nucléaires ou les centres commerciaux. L'événementiel, donc les groupes de location dits rental pour les concerts, festivals et foires et diverses. Pour les chantiers, donc dans le BTP, donc l'alimentation des outils électriques. Et on les retrouve aussi dans les zones isolées, les villages, les refuges et les sites militaires. Alors, j'ai réalisé un petit SWOT sur le groupe électrogène. Donc, concernant les forces du groupe électrogène, eh bien, on retrouve une autonomie énergétique, donc fonctionnement indépendant du réseau, donc ce qui est majoritairement son but, la fiabilité, démarrage rapide et fonctionnement stable, donc une large gamme de puissance de quelques kilowatts à plusieurs mégawatts, polyvalence, on peut l'utiliser dans divers secteurs, mobilité pour les groupes portables et transportables, et technologies disponibles, gaz, biocarburant et hybride. Alors bien sûr, on peut retrouver quelques points de faiblesse, donc la pollution, les émissions de CO2, NOx, particules fines, le bruit, surtout en milieu urbain, des entretiens réguliers, maintenance, vidange, contrôle, coûts d'exploitation liés au carburant et dépendance au carburant. Alors, au vu de ces faiblesses, on peut avoir des opportunités puisque la transition énergétique intègre des systèmes solaires ou avec batterie. Donc les normes environnementales, eh bien du coup pour diminuer tout ce qui est NOx et particules fines, eh bien on peut ajouter des SCR, donc Selective Catalytic Reduction, ou des DPF, donc Diesel Particulate Filter, et des moteurs plus propres, notamment intégrer des combustibles type HVO où la source est composée essentiellement à 90% de matières fossiles biosourcées. La digitalisation aussi est une opportunité puisque ça réduit la surveillance du groupe puisqu'on peut le faire à distance, et aussi les contrôleurs sont aussi inclus tout ce qui est auto-diagnostic pour signaler à l'exploitant qui va arriver dans une phase de maintenance. Donc la croissance des besoins, notamment pour les data centers, tout ce qui est télécom et résilience énergétique. Et donc bien sûr les marchés émergents dans les zones non raccordées au réseau. Alors, quelques menaces, bien sûr, les réglementations plus strictes en termes de limitation en ville ou en période de pollution, concurrence des énergies renouvelables, donc baisse de la demande à long terme, risque donc sécurité, donc bien sûr un groupe électrogène comporte quelques choses dangereuses, donc notamment contre l'incendie, les fuites et mauvaises manipulations dues à des erreurs humaines. Aussi la volatilité des prix du carburant impactant sur les coûts d'exploitation et potentiellement l'obsolescence technologique qui fait qu'on va devoir remplacer les groupes de parcs existants. Alors, comment on conçoit un groupe électrogène ?
Montrons un peu dans le vif du sujet. Donc, un groupe électrogène, c'est une machine, donc qui est régie par la directive machine 2006-42. Et donc, cette directive européenne établit les exigences essentielles de santé et de sécurité pour la mise sur le marché des machines dans l'UE. Elle s'applique aux groupes électrogènes en tant que machine complète. Implication pour les groupes électrogènes, eh bien, ils doivent être conçus et fabriqués selon les exigences de la directive. Ils doivent porter le marquage CE. Une évaluation de la conformité doit être réalisée. Une notice d'instruction et une déclaration CE de conformité doit être fournie. Alors, la norme harmonisée, qu'est-ce que c'est? Donc actuellement, la norme harmonisée, c'est la norme ISO 8528-13 version 2016. Cette norme fait partie de la série des ISO 8528 sur la thématique des groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteur alternatif à combustion interne. Alors, la partie 13, plus précisément, est spécialement dédiée aux exigences de sécurité. Elle est dite harmonisée au titre de la directive machine. Donc, aussi, la directive machine va être remplacée par le règlement machine 2023-1012, le 20 janvier 2027. Et en gros, ce qui change, donc, la différence entre une directive et un règlement, on va inclure toute une partie cybersécurité qui devra être pris en compte au niveau du groupe électrogène et des machines en général. Donc, le rôle de la norme. Donc, une directive étant assez générale, la norme va spécifier va fournir les spécifications techniques détaillées pour répondre aux exigences de sécurité de la directive machine. L'application de cette norme donne présomption de conformité à la directive machine. Alors, comment on passe de la directive machine à une norme produit harmonisée? Donc, faut conformer aux exigences de la directive machine. Et pour ce faire, le fabricant doit réaliser une analyse de risque selon l'ISO 12100. Cette analyse va permettre d'identifier les dangers liés à la chaleur, au bruit, aux vibrations, à l'électricité et aux pièces mobiles. Donc, bien sûr, pour le groupe électrogène. L'application directe dans la norme 8528-13, ce qui fait que le groupe va être conçu pour protéger les opérateurs de la chaleur et empêcher les contacts indirects involontaires avec les parties tournantes. Le système de ventilation est dimensionné pour éviter les surchauffes tout en respectant les niveaux sonores d'une autre directive. Le groupe est équipé d'arrêts d'urgence intégrés dans les sécurités du contrôle commande. Le câblage est protégé contre les frottements et les courts-circuits. Donc voilà, ce sont quelques exemples de comment décliner la directive machine dans la norme, puisque la directive machine est une directive générique qui englobe de nombreuses machines, notamment si je prends l'exemple d'une tronçonneuse, ça n'a rien à voir avec un groupe électrogène, mais ce genre d'appareil est aussi soumis à la directive machine et donc forcément les exigences de sécurité d'une tronçonneuse ne sont pas les mêmes que celles d'un groupe électrogène. C'est pour ça que chaque produit a une norme spécifique produit harmonisée à la directive machine. Alors, historiquement, les alternateurs étaient en basse tension, donc régis par la norme 60204-1. Donc, surtout le champ d'application, donc c'était pour des machines non portables, donc à la main, mais souvent, enfin, ce qui est important, c'est le scope de la norme au niveau de la tension, donc c'était jusqu'à de 0 à 1000 volts en courant alternatif et jusqu'à 1500 volts en courant continu. Les objectifs principaux, c'était de fournir les exigences de sécurité et recommandations techniques pour la conception d'un produit. Son contenu technique, on retrouve tout ce qui est mise à la terre et liaison équipotentielle, dispositifs de protection contre les surintensités, arrêt d'urgence, etc. Et donc, l'objectif, c'est avant tout la sécurité des personnes, des opérateurs et des techniciens, et en second lieu, protection des équipements contre les défauts électriques. Bien sûr, cette norme est aussi harmonisée à la directive machine. Alors, pourquoi on a souhaité intégrer la haute tension dans la nouvelle version de la norme? Alors, tout d'abord, on va détailler un petit peu les forces de la haute tension. Donc, nous avons une réduction des pertes d'énergie, moins de pertes par effet Joule, donc échauffement des câbles, car le courant est plus élevé, plus faible, attention élevée. Transport sur de longues distances, donc permet d'acheminer l'électricité
sur des kilomètres sans perte excessive, réduction de la section des câbles, donc moins de courant égale câble plus fin, égale économie sur le cuivre ou l'aluminium. Meilleure efficacité pour les gros équipements, les groupes électrogènes haute tension sont plus adaptés aux installations de forte puissance, data centers hôpitaux. Facilité de couplage au réseau, plus facile d'intégrer à des réseaux haute tension. Alors, du coup, les faiblesses, eh bien, coût d'isolation plus élevé, nécessite des équipements mieux isolés et plus robustes. Risque électrique accru en haute tension, manipulation plus dangereuse, nécessité du personnel plus qualifié. Complexité de maintenance, intervention plus technique et souvent avec des équipements spécifiques. Et donc, du coup, on a aussi besoin de transformateurs pour le coup pour convertir la haute tension en basse tension utilisable par les équipements en basse tension. Alors donc la norme haute tension, donc on a souhaité intégrer l'IEC 60204-11. Pourquoi? Parce que du coup, on augmente le scope de la tension qui va de 1000 volts courant alternatif ou 1500 volts courant continu jusqu'à 36 kilovolts. Donc en gros, le champ d'application, forcément, c'est pas pour des petites machines, c'est pour des groupes assez puissants et donc du coup qui sont alimentés en haute tension. Donc l'objectif principal, comme la norme précédente basse tension, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la conception. Le contenu technique reste semblable à la norme basse tension, sauf qu'on intègre tous les équipements haute tension. Donc les principaux objectifs aussi, ce sont les mêmes, c'est la sécurité et la protection des personnes et aussi, en second lieu, bien sûr, la protection des équipements. Et cette norme est aussi harmonisée à la directive machine. Alors, concernant la haute tension, donc vous avez bien compris que au final, le groupe à la base est basse tension avec tous les équipements qui gravitent autour. Donc il y a une première brique basse tension sur la norme 60204-1 pour tout ce qui est équipement, par exemple la pompe de circulation du réchauffeur, en général est en 220 volts, donc de basse tension. Mais quand on vient rajouter l'alternateur haute tension pour alimenter les différents équipements, dans le scope de la norme de la 8528-13, il manquait la brique haute tension. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité intégrer cette partie haute tension dans la norme pour que tous les aspects soient couverts en termes de sécurité pour le personnel, donc la priorité et l'essence même de la directive machine, et en second lieu les équipements pour protéger les installations. Donc pour terminer, en petite synthèse, donc on a pu voir finalement le changement majeur au détail près de conception, c'est le scope de la norme. En basse tension, on est de 0 à 1000 volts, courant alternatif, et donc le scope de la 60204-11, on part de 1000 volts courant alternatif jusqu'à 36 kilovolts. Donc du coup, en général, les groupes qui sont fournis pour les hôpitaux ou autres sont en 11 kilovolts. Donc on est dans le scope de la norme couvert par ça, qui permet justement d'intégrer tous ces équipements et de donner office de présomption de conformité quand on utilisera la norme. Voilà Lucie, j'ai fini pour ma partie, je vais te redonner la main. Merci beaucoup François. Alors, n'hésitez pas surtout à poser vos questions. Donc là, d'abord, je vais faire une petite présentation d'un outil qui permet de s'informer et de participer à la normalisation. Donc cet outil s'appelle Norme Info. Donc ça vous permet de vous informer sur les thématiques de votre choix. Donc là, quand vous allez dans la barre de recherche, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez faire une recherche par un mot-clé, par sujet, par numéro de membre, ce que vous voulez. Et si par exemple on fait une recherche sur la commission UNM 11, donc on arrive sur cette page-là, et donc là vous pouvez voir les travaux en cours, donc normes en conception dans la partie en jaune, les normes qui sont en enquête publique, donc là il y en a pas en ce moment, donc vous voyez celles qui ont eu lieu cette année mais qui sont closes, donc là vous voyez fermées le 28 février 2025. Si vous êtes sur le site et que vous descendez sur la page, on aura une section en rose où on trouve toutes les normes qui ont été publiées, qui sont attachées à la commission. Et ensuite, on a une section en violet où on retrouve les normes qui sont actuellement en examen systématique.
Donc, pour faire de la veille normative, vous pouvez cliquer sur le petit cœur qui est à droite, à côté d'une norme, et ça vous permet de rester informé sur l'actualité de la norme par mail. Alors, ce que vous allez recevoir dans votre mail, ça va être des informations qui restent très globales, bien évidemment, parce que pour avoir des informations détaillées, il faut faire partie de la commission. Donc là, je vous donne un exemple d'une norme qui est en enquête publique, donc elle fait pas partie du NM 11 vu qu'on n'en a pas en ce moment, mais il y en aura prochainement. Donc une fois qu'une enquête, enfin qu'une norme passe en enquête publique, donc tout le monde peut y participer. Donc en fait, pour y participer, vous cliquez sur le bouton qui est en bleu où il est écrit répondre à l'enquête, tout simplement. Et là, vous pouvez dire si vous approuvez le sujet ou pas, si vous approuvez la norme comme elle est, et vous pouvez émettre des commentaires. Donc, même si vous approuvez, vous avez le droit d'émettre des commentaires. Les commentaires, ils sont ensuite étudiés par la Commission française pour déterminer la position nationale. Donc, si vous avez émis des commentaires, le document de dépouillement des commentaires vous sera transmis avec la suite qui a été donnée à vos commentaires. Si besoin, et si vous n'êtes pas forcément d'accord avec la suite, une réunion de dépouillement peut être organisée et dans laquelle vous serez obligatoirement convié pour expliquer ou défendre vos commentaires. Donc même si vous ne faites pas partie de la commission, vous serez invité dans cette réunion de dépouillement quoi qu'il arrive. Donc merci à tous pour votre attention. On va passer aux questions. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a une question. Je vais aller dessus. Alors, on a une question par rapport à l'ISO 8528 partie 13. Donc la norme ne sera pas harmonisée au nouveau règlement. Donc comment faire dans ce cas-là? Ouais. Du coup, oui, alors effectivement, le nouveau règlement n'est pas encore sorti. Enfin, il est sorti, on peut le consulter, mais effectivement, il n'est pas encore on va dire en force. Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que la 60-204-11 est déjà harmonisée au titre de la directive machine. Donc déjà, ça c'est un bon point. Le travail, il s'agissait vraiment d'inclure cette norme dans la partie 13 des groupes électrogènes. Donc ce qui va être fait en fin d'année. Mais effectivement, dans la partie 13 qui va sortir édition 2025, on fait encore référence à la directive machine actuelle. Au niveau de l'ISO, ils nous ont demandé de faire un travail déjà, d'identifier les points supplémentaires qu'il faudra intégrer pour que cette nouvelle norme soit harmonisée au nouveau règlement. Donc ça a été transmis à l'ISO, on a identifié, et comme je le disais, les points vraiment impactants, c'est la partie cybersécurité du nouveau règlement, donc le point 1.1.9 et le 1.2, sur tout ce qui est le contrôle commande. Il faudra aussi être vigilant sur le fait que quand nous avons des groupes électrogènes dans lequel on peut rentrer dedans à l'intérieur. Donc là, je suis pas rentré dans le détail, mais on a des groupes qui sont dits capotés, donc avec un capot dessus, et des autres qui sont uniquement, comme vous avez vu sur le schéma précédent, sans capot. Et donc ceux-là, en général, ils sont mis dans des bâtiments. Donc, il n'y a pas de capot. Pour les groupes qui sont mis en extérieur, donc il y a différents types de capots. Il y a des capots dans lesquels, très compacts, où on a des portes et l'opérateur ouvre la porte et fait ses manipulations. Il ne peut pas rentrer entièrement dans le groupe. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est les groupes qui sont en conteneur, donc conteneur maritime, ISO 20, ISO 40 et plus grand, où l'opérateur peut rentrer dans le conteneur. Et là, il s'agira, via une analyse de risque, d'identifier et d'être capable de sortir l'opérateur de ce conteneur s'il fait un malaise ou il y a un accident. Donc ça, c'est ce point qui diverge à ce niveau-là. Donc du coup, il faudra penser dès la conception pour les groupes qui seront en conteneur, qu'on puisse évacuer rapidement par les pompiers le personnel. Donc en gros, ce sont ces points-là. Donc ça veut dire aussi que à l'issue, peut-être avant, alors je sais pas, faudra voir avec l'ISO, parce que l'ISO va avoir un gros travail conséquent, parce qu'il y a à peu près 800 normes qui sont
harmonisés à la directive machine de divers produits. Donc, bien sûr, l'ISO va falloir qu'il étudie toutes ces normes-là et donne son accord pour l'harmoniser. Donc nous, c'est un travail qu'on a fait au préalable puisqu'on a déjà fourni les points sur lesquels la nouvelle norme pourra être harmonisée au titre du règlement. Donc ça, c'est fait. Et donc, bien sûr, il y aura un amendement à cette norme-là, sans tout refaire comme le gros travail qui a été effectué durant 3 ans. Il y aura un amendement à cette norme-là pour au final, à terme, ne plus citer la directive machine, mais le nouveau règlement. Voilà, j'espère que j'ai été clair et répondu à la question. Eh bien, bon, on n'a plus d'autres questions, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez donc merci pour votre attention, bien évidemment, merci François. Si vous souhaitez être contacté par François, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail si besoin. On est aussi sur LinkedIn et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Donc, merci à tous pour votre participation.